Août 1888, Londres, Whitechapel, minuit. Une petite silhouette furtive se glisse dans l'une des ruelles les plus malfamées et peu recommandables des rues de Bucks Row, dans le tristement célèbre quartier de Whitechapel. Cette silhouette qui s'avance dans le brouillard londonien, c'est celle d'une jeune femme de 23 ans, Mary Kelly, plus connue sous le nom de Black Mary, due aux vêtements noirs qu'elle a l'habitude de porter. Cette jeune femme irlandaise, comme bon nombre de jeunes femmes dans ce quartier, exerce le plus vieux métier du monde. La prostituée, cherchant de potentiels clients, s'avance dans une ruelle sombre, quand tout à coup, elle s'arrête. En effet, à quelques mètres d'elle se trouve un attroupement autour d'un cadavre. Ce cadavre a un nom, Mary Ann Nichols, une prostituée de 42 ans. Ce n'est pas la première fois que la foule voit ce genre d'événement, habituée à vivre dans un quartier où les drogués et ivrognes font partie du paysage. Mais celui-ci choque par sa violence. La femme a la gorge tranchée, la langue lacérée et l'abdomen entaillé. C'est la première victime de Jack l'Éventreur. Mary Kelly n'a fait qu'apercevoir la scène du crime, dont la police essaye de cacher tant bien que mal ce qu'ils peuvent. Mais le mal est fait, et la peur, la terreur qui a germé au plus profond des entrailles de Black Mary, va se répandre dans Londres, en Angleterre et dans le reste du monde, comme une traînée de poudre. Entre le 31 août et le 9 novembre, 5 prostituées seront assassinées dans ce quartier. Annie Chapman, dite Annie la Brune, le 8 septembre 1888, retrouvait le ventre ouvert, les intestins déposés sur son épaule droite, tandis que son vagin, son utérus et les 2 tiers de sa vessie avaient été prélevés. Elizabeth Stride, le 30 septembre 1888, égorgée. Puis Catherine Eddowes, à 1 heure d'intervalle, le même jour, affreusement mutilée, le visage balafré, l'abdomen ouvert et ses organes extraits et déposés près de son visage. Un de ses reins a été sectionné et emporté par son meurtrier. Et enfin, c'était Mary Kelly qui avait aperçu la première victime, fut le 9 novembre 1888 la dernière victime de Jack l'Éventreur. Celle-ci a été retrouvée irreconnaissable dans sa chambre, sa gorge tranchée jusqu'à l'os, son corps percé en de nombreux endroits de coups de couteau rageurs et réguliers, ses jambes largement écartées, l'abdomen complètement ouvert, et ses organes dispersés un peu partout dans la pièce. On retrouve un de ses seins, son utérus et ses reins sous sa tête, son foie à ses pieds, ses intestins entre ses jambes. L'intérieur de la peau de ses cuisses et celle de son abdomen ont été arrachés et soigneusement empilés sur la table de nuit à côté d'elle. Il va falloir 7 chirurgiens pour reconstituer le corps. Et les experts estiment que l'horrible besogne du criminel a dû lui demander au moins 2 heures de minutieuses labeurs. Malgré le travail des médecins légistes, le cœur de la victime restera introuvable. Durant 4 mois, la police de Scotland Yard enquête sur le mystérieux assassin surnommé Jack the Ripper, ou Jack l'Éventreur en français, d'après une lettre postée depuis Liverpool le 12 septembre, signée G. the Ripper. Le meurtrier est un grand sens du spectacle et a compris l'importance des médias. Il en abusera pour répandre sa légende qui perdure encore aujourd'hui. Les médias participent aussi à la création du mythe, dans l'objectif de toujours vendre plus. Jack l'Éventreur passe d'un maniaque particulièrement tordu et violent au plus grand serial killer de tous les temps. Devant cette vague de terreur qui s'empare de Londres, la reine Victoria en personne réagit et demande des comptes. Elle s'adresse à son premier ministre, Lord Salisbury, pour que des mesures de sécurité sans précédent soient prises, et pour que l'éclairage public pénètre enfin le quartier insalubre de Whitechapel. Les forces de police de Scotland Yard sont mises sous pression et Sa Majesté la Reine fait démissionner son responsable, Sir Charles, qui est très peu de temps après suivi par celle du ministre de l'Intérieur. Ces mesures drastiques visant à baisser les tensions et calmer l'opinion publique interviennent malheureusement très tardivement, car ce 5e crime signé Jack l'Éventreur sera en vérité son dernier, et le mystérieux meurtrier disparaîtra sans laisser de traces. Mais qui peut donc être Jack l'Éventreur ? C'est la question que les enquêteurs de Scotland Yard ont tenté de résoudre. Dans un premier temps, dans un Angleterre victorien profondément raciste, les enquêteurs et l'opinion britannique étaient certains que le criminel n'était pas un gentleman, et qu'il n'était pas britannique, et encore moins anglais. Mais devant de nombreux témoignages évoquant un homme élégamment vêtu, ces certitudes ont été peu à peu effacées, et la liste des suspects considérablement augmentée.
Devant cette situation, les enquêteurs se sont concentrés sur le milieu médical, car le tueur, pour effectuer ses crimes, devait forcément connaître sur le bout des doigts l'anatomie humaine et avait utilisé du matériel de dissection. Après plusieurs mois d'enquête, 3 suspects se distinguèrent. Le premier, un médecin américain d'origine russe, passionné d'instruments de chirurgie et de torture, incapable de fournir de vrais alibis au moment des 5 meurtres. Le second, un juif polonais de Whitechapel, connu pour sa misogynie violente. Et le troisième, le plus probable pour Scotland Yard, un certain Montagu John Druitt, un jeune homme de bonne famille âgé de 31 ans. Il menait une vie mystérieuse et était adepte d'humour noir. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, il n'était pas médecin, mais avocat. Malgré cela, les 4 chirurgiens dans sa famille lui assuraient les connaissances techniques nécessaires. Il se jeta dans la Tamise le 3 décembre 1888, moins d'1 mois après le meurtre de Black Mary, sa mort coïncidant étrangement avec la fin des crimes de Jack l'Éventreur. C'est notamment ce suspect qui, après une enquête longue de 5 ans, est retenu lorsque le dossier Jack l'Éventreur est classé en 1894 par Sir McNaughton, le chef du département des enquêtes criminelles. 2 membres de sa famille diront même sous couvert d'anonymat qu'ils le soupçonnaient d'être le fameux meurtrier. Mais cela est-il la vraie conclusion de cette affaire? Cette fin vous satisfait-elle? Découvrons donc ensemble qui est le vrai éventreur. Tout commence lorsque Sophie Herford se rend compte en analysant les lettres de l'éventreur que Jack, ou tout du moins l'auteur des lettres présumées, commence chacune de ces lettres adressées à la police par « Dear Boss », soit « cher patron ». De plus, de ces lettres émane une familiarité envers l'institution policière. Sophie est donc convaincue que Jack l'Éventreur est familier avec la police, et au cours de ses recherches, elle tombe sur une intrigante histoire d'admission à Scotland Yard le 28 août 1888. Charles Warren refuse à son adjoint Monroe l'admission de son ami planteur de thé en Inde, qui a pourtant tout quitté pour rejoindre les forces de police de Scotland Yard. Les 2 hommes ne s'entendent pas du tout, et Warren refuse la venue de ce planteur de thé indien nommé Melville. Ce différend va entraîner la mutation de Monroe et humilier Melville jour de se venger. Melville se serait alors transformé en Jack l'Éventreur, et se serait lancé dans une série de crimes plus horribles les uns que les autres, dans le but d'amener Warren à démissionner, comme témoignent certaines des lettres de Jack l'Éventreur demandant la démission express du chef de la police. Dès que celui-ci fut démis de ses fonctions par Victoria, les crimes s'arrêtaient. La coïncidence ne s'arrête pas là, car c'est effectivement seulement 2 jours après le refus d'intégration dans la police de Melville qu'a lieu le premier assassinat. Ne divulguant pas son identité, Melville souhaite agir dans l'ombre, mais il veut surtout montrer à Warren les conséquences de son refus. De nombreuses lettres de Jack l'Éventreur évoquent toujours de manière ambiguë ce passé entre les 2 hommes. C'est à ce moment-là où la formule au début de chaque lettre adressée à la police « Mon cher patron » prend tout son sens, c'est-à-dire comme une pointe d'ironie et de défi que Melville adresse à la personne qui n'a jamais voulu devenir son patron. Cher patron, maintenant ils disent que je suis juif. Quand apprendront-ils? Vous et moi connaissons la vérité. Attrapez-moi si vous pouvez. Jack l'Éventreur. De plus, Jack connaissait selon toute vraisemblance beaucoup de choses du fonctionnement interne de Scotland Yard, comme le prouve cette lettre du 7 novembre 1888. DSS, je pense que mon prochain travail sera de te faire renvoyer, et dès que possible, je deviendrai un membre de la force. Je pourrai bientôt te demander des comptes. En dehors du message très explicite de Jack, ce sont les lettres DSS qui interpellent Sophie. Ces lettres montrent que l'auteur connaissait très bien la police, puisque la personne chargée d'ouvrir le courrier à Scotland Yard s'appelait Donald Sutherland Swanson, ayant donc pour initiale DSS. Melville n'avait pourtant jamais pu intégrer la police, mais cela n'exclut pas le fait que son ami Monroe aurait pu lui transmettre des informations confidentielles. Jack l'Éventreur serait donc l'association de ces 2 hommes. Cette hypothèse est affirmée par l'arrivée quasiment simultanée, en juillet 1889, de 3 lettres, qui renforcent l'impression que l'auteur connaît intimement Scotland Yard. On notera celle signée GRS, qui écrit « Je connais bien le Yard et les marches de plomb du 77 », référence à un bâtiment 77 qui, effectivement, comprenait une marche en plomb que seuls les intimes pouvaient connaître. Les initiales GRS, eux, correspondent à celles de George R. Sims, un journaliste meilleur ami de Melville. Cela explique les connaissances de Jack l'Éventreur dans le fonctionnement de la presse, mais aussi l'envoi de certaines de ses lettres directement dans une agence de presse de Londres qui se chargeait ensuite de les redispatcher.
À partir de ce moment-là, nombre des lettres de Jack l'Éventreur font écho à Melville. J'ai 35 ans et je suis toujours en vie. Effectivement, Melville venait d'avoir 35 ans. 14 octobre 1896, lettre adressée au nouveau préfet de Scotland Yard, Bradford, qui avait déjà quelques années auparavant côtoyé Melville. Cher patron, il se peut que vous vous souvenez de moi si vous réfléchissez un peu. Il y a aussi une lettre troublante, elle, datée du 8 octobre 1888, qui affirme « Je vis à Calcutta. » Calcutta étant la ville où avait vécu Melville lorsqu'il était en Inde. Une dernière coïncidence, Jack va dans une de ses lettres signer Monsieur Nemo, et lorsque Melville put réintégrer la police suite à la démission de Warren, il appela dans un de ses rapports de 1910 un suspect dont il ne voulait pas divulguer l'identité, Monsieur Nemo. Nous pouvons noter d'ailleurs que Nemo, d'après les récits de Jules Verne, est un Indien. En ce qui concerne les compétences médicales caractéristiques de Jack l'Éventreur, Melville semble avoir le parfait profil, puisqu'il était taxidermiste. Il avait en effet pourchassé et dépecé, puis empaillé beaucoup d'animaux sauvages lorsqu'il se trouvait en Inde. Pour finir, le rapport de l'enquête de Scotland Yard, remis en 1894, dénonce comme véritable Jack l'Éventreur John Druitt, rapport ayant été mené par Sir Magnaton. Mais ce rapport, passé au crible par Sophia, au fur et à mesure, paraissait de moins en moins crédible, car tout d'abord, l'accusé s'étant suicidé, de plus, il n'avait pas 41 ans, comme écrit dans le rapport, mais 31, et, en réalité, n'avait aucune connaissance médicale. De surcroît, le lendemain matin du premier meurtre, le 1er septembre 1888, Druitt jouait en fait au cricket, dans un quartier à l'autre bout de Londres. Ces erreurs, dignes d'apprentis policiers, interrogent sur les capacités de Sir Magnaton. Comment un homme avec ce calibre, avec cette intelligence, a-t-il pu autant se tromper dans ce rapport de 1894 ? Le suspect semble donc construit de toutes pièces quand les éléments à l'encontre de Melville ne font que s'accumuler. Nous pouvons aussi ajouter que Melville, en tant qu'amoureux du théâtre et de la mise en scène, paraît à même d'écrire des lettres en rouge pour feindre le sang de ses victimes, ou bien même d'envoyer avec chacune de celles-ci des bouts de leur organe pour confirmer son identité. De plus, l'homme connaissait bien Whitechapel, comme il le dit dans ses mémoires. Il s'y plaisait très bien et aimait y sortir le soir avec ses amis, où il dit aimer faire peur aux prostituées. Prostituées qu'il considérait d'ailleurs, toujours selon ses mémoires, comme non humaines et les plus bas déchets de l'humanité. Mais alors, pourquoi Melville n'a pas été condamné ? Tout simplement car ce Melville est en fait Sir Magnaton, éminent membre de l'aristocratie anglaise, car fils du dernier gouverneur des Indes, ainsi que, rappelez-vous, le rédacteur et superviseur de l'enquête finale de Scotland Yard sur le tueur en série. Rendez-vous compte, Sir Melville Magnaton, l'homme nommé chevalier pour ses services rendus à la nation en tant que policier et notamment dans son enquête sur l'éventreur, était en fait lui-même Jack l'Éventreur.